En ce moment même, tandis que ces mots sont prononcés, l'univers traverse une phase d'expansion si vertigineuse que la séparation entre les galaxies lointaines augmente à une vitesse qui ajoute des milliers de kilomètres supplémentaires chaque seconde. Le plus troublant est que cette croissance ne se dirige pas vers un vide préexistant, ni vers un espace extérieur qui aurait attendu depuis avant l'origine cosmique. Il n'existe aucun réservoir universel, aucune frontière physique agissant comme une limite, aucune région inconnue prête à être occupée. Dans le fragment que tu es sur le point d'écouter, l'un des principes les plus étonnants de la physique moderne sera abordé en analysant la manière dont le tissu même de l'espace peut émerger et se multiplier sans nécessité de contenant préalable. On examinera cette énergie imperceptible qui courbe l'architecture profonde de la réalité, et l'on comprendra pourquoi poser la question de savoir vers où l'univers s'étend est aussi paradoxal que tenter de découvrir ce qui existe au-delà du nord absolu du pôle Nord. Si ces explorations cosmiques stimulent ta curiosité et t'aident à te détendre tout en apprenant, tu peux t'abonner afin d'accompagner les prochains voyages sonores et scientifiques. Pour mieux visualiser l'idée, imaginons un ballon qui commence à se gonfler lentement à l'intérieur d'une pièce fermée. À mesure que l'air pénètre en lui, la surface élastique se dilate vers l'extérieur et repousse l'air environnant. Le volume du ballon augmente parce qu'il dispose d'un environnement spatial qui lui permet de croître, et c'est précisément la pièce qui agit comme ce cadre rendant son expansion possible. Cette comparaison est familière et facile à imaginer parce qu'elle reflète la manière dont nous expérimentons habituellement les processus d'expansion dans la vie quotidienne, même si nous verrons bientôt que l'univers fonctionne d'une manière bien plus étrange et profonde. Cependant, l'univers ne suit pas cette logique. Lorsque les cosmologistes affirment que l'univers est en expansion, l'esprit humain imagine immédiatement ce ballon qui grandit dans une sorte de salle cosmique, visualisant l'espace, s'étendant vers un extérieur, vers un immense vide attendant d'être rempli. Nous avons tendance à penser qu'il doit exister une limite au-delà de laquelle notre univers s'achève et quelque chose de différent commence. C'est une idée qui paraît naturelle, presque inévitable, mais c'est précisément là que la physique démonte ses certitudes confortables. L'univers ne ressemble en rien à ce ballon. Lorsque l'espace s'étend, il ne se projette pas vers le néant. Il n'existe ni salle cosmique, ni contenant, ni extérieur. L'univers crée le concept même d'espace au fur et à mesure qu'il grandit. Comment concevoir une telle chose? Imaginons que nous voulions dessiner un cercle plus grand que la feuille sur laquelle nous travaillons. Au lieu de chercher une feuille plus grande, c'est la feuille elle-même qui s'étend pour accueillir le cercle. Une situation apparemment impossible, car dans notre monde, tout s'étend vers quelque chose d'autre. Les plantes poussent dans l'air, les villes s'étendent vers les campagnes, la glace se dilate à la surface de l'eau. Il existe toujours un lieu vers lequel l'expansion se produit, toujours une frontière entre ce qui s'étend et ce à l'intérieur de quoi cela s'étend. Mais que se passerait-il si la feuille et le dessin s'étendaient en même temps? Les scientifiques ont découvert cette vérité surprenante en observant des galaxies lointaines. Edwin Hubble remarqua que les galaxies les plus éloignées s'éloignaient plus vite que les plus proches. Au début, il semblait que la Terre se trouvait au centre d'une immense explosion cosmique, comme si elle restait immobile pendant que tout le reste se dispersait dans le vide. La réalité pourtant était bien plus étrange. L'espace lui-même se dilatait. Les galaxies ne se déplaçaient pas à travers l'espace. C'était l'espace entre elles qui augmentait. Imaginons des points dessinés sur la surface d'un ballon que l'on gonfle. Les points ne se déplacent pas sur la surface. C'est la surface qui s'étend et les sépare. Chaque point voit tous les autres s'éloigner. Aucun point n'est central, aucun n'est spécial. Remplaçons maintenant cette surface bidimensionnelle par les 3 dimensions de l'espace dans lequel nous vivons. L'univers ne s'étend pas vers quelque chose, parce qu'il n'existe aucun, quelque chose vers lequel s'étendre. Il crée le cadre même, où l'expansion peut se produire. Ce concept défie si profondément l'intuition que même des scientifiques brillants ont lutté pendant des décennies pour l'accepter. Albert Einstein lui-même rejeta initialement cette idée. Et pourtant, cette expansion apparemment impossible est en train de se produire en ce moment même à une vitesse supérieure à toute imagination. Mais comment pouvons-nous être sûrs que ce processus si étrange est réel? La réponse se trouve dans l'observation de la manière dont la lumière elle-même est affectée par l'espace en expansion. Lorsqu'une galaxie lointaine émet un rayon lumineux vers la Terre,
Cette lumière part avec une longueur d'onde spécifique, bleu, rouge ou infrarouge. Chaque longueur d'onde porte une signature, comme une empreinte digitale cosmique. Cependant, tandis qu'elle voyage à travers l'espace en expansion, un phénomène extraordinaire se produit. L'espace par lequel la lumière se déplace s'étire durant son trajet. On peut imaginer marcher sur un tapis roulant qui s'allonge lentement pendant que l'on avance. Les pas gardent toujours la même longueur, mais le sol sous les pieds continue de s'étendre. À la fin, une distance bien plus grande a été parcourue que ce que les pas auraient permis à eux seuls. La lumière subit un processus analogue, mais au lieu de parcourir davantage de distance, c'est sa longueur d'onde qui s'étire. La lumière bleue provenant d'une galaxie lointaine arrive à nos télescopes transformés en lumière rouge, non parce que la galaxie s'est éloignée comme une ambulance qui accélère et change de tonalité, mais parce que l'espace lui-même s'est dilaté pendant les milliards d'années de voyage de cette lumière. Chaque onde lumineuse s'allonge pendant que le tissu cosmique grandit sous elle. Ce phénomène, appelé décalage vers le rouge cosmologique, démontre que l'espace s'étend indépendamment des objets qu'il contient. Et voici maintenant le chiffre qui change tout. La lumière provenant des galaxies observables les plus lointaines s'est étirée jusqu'à environ 40 fois sa longueur d'onde originale. L'espace traversé par cette lumière s'est tellement dilaté que ce qui avait commencé comme un rayonnement ultraviolet intense arrive aujourd'hui sous la forme d'une faible chaleur infrarouge. 40 fois plus longue signifie que l'univers s'est étendu d'un facteur 40 pendant le voyage de cette lumière. Considérons maintenant une autre implication. La galaxie qui a émis cette lumière antique apparaît minuscule et faible même pour nos télescopes les plus puissants. Pourtant, lorsque ce rayon est parti, l'univers était 40 fois plus petit qu'aujourd'hui. Cette galaxie se trouvait beaucoup plus près de l'endroit où la Voie lactée surgirait plus tard. L'espace ne s'est pas seulement agrandi, il a vécu une expansion immense et incessante. Et le plus surprenant est que cet allongement ne se produit pas en un lieu précis, il a lieu partout. En ce moment même, l'espace de cette pièce tente de s'étendre. L'espace entre les yeux de l'observateur et l'écran cherche à grandir. La seule raison pour laquelle nous ne percevons pas cette expansion est que les forces électromagnétiques entre les atomes sont infiniment plus fortes que la faible vitesse d'expansion. Ce n'est qu'à des distances cosmiques que l'expansion devient évidente. L'espace entre les galaxies est presque dépourvu de forces capables de le maintenir uni. C'est pourquoi il s'étend librement, entraînant les galaxies comme des raisins secs dans une pâte en fermentation. Les raisins ne se déplacent pas à travers la pâte. C'est la pâte elle-même qui s'étend en les séparant. Voilà pourquoi la question de savoir vers où l'univers s'étend perd totalement son sens. C'est comme demander vers où la pâte se dilate en oubliant que l'observateur lui-même en fait partie. Mais si l'espace s'étend partout, jusqu'où pouvons-nous réellement voir ? L'humanité vit à l'intérieur de la prison cosmique ultime, dont les murs sont faits de temps. Chaque nuit, en regardant les étoiles, il semble que nous contemplions l'univers entier, toute la réalité déployée devant nos yeux. Pourtant, la vérité qui transforme complètement cette perception est la suivante. Nous observons moins de 4% de ce qui existe réellement. Nous sommes enfermés dans une sphère invisible d'environ 46 milliards d'années-lumière de rayons. Au-delà de cette limite, s'étend davantage d'univers, des milliards de galaxies supplémentaires, des trillions d'étoiles, être même d'autres versions de nous-mêmes lisant ces mots. Mais nous ne pourrons jamais rien voir de tout cela, ni avec le moindre télescope imaginable, ni avec une technologie future. La barrière n'est pas faite de murs, mais de la combinaison entre la vitesse finie de la lumière et l'âge fini de l'univers. La lumière a besoin de temps pour voyager. Nous voyons le Soleil tel qu'il était il y a 8 minutes. Nous observons Alpha Centauri telle qu'elle était il y a 4 ans. Nous contemplons Andromède telle qu'elle était il y a 2,5 millions d'années. Plus nous regardons loin, plus nous remontons dans le temps. Et c'est ici que le piège cosmique se referme. L'univers a 13 milliards 800 millions d'années. Cela signifie que la lumière la plus ancienne capable de nous atteindre a voyagé pendant tout ce temps. Toute galaxie située au-delà de cette distance peut exister ou non de notre point de vue, parce que sa lumière n'a pas eu le temps de nous parvenir. Mais le piège devient encore plus étroit. Rappelons-nous que l'espace s'est étendu pendant tout ce temps. Cette galaxie lointaine
était bien plus proche lorsqu'elle a émis la lumière que nous observons aujourd'hui. Pourtant, pendant que ce rayon se dirigeait vers nous, l'expansion continue l'a emporté bien au-delà des 13,8 milliards d'années-lumière. Aujourd'hui, elle se trouve à environ 46 milliards d'années-lumière de distance, et c'est ainsi que naît notre cellule cosmique. Tout ce qui se trouve au-delà de ces 46 milliards d'années-lumière appartient à ce que l'on appelle l'univers non observable. Nous ne pouvons ni le voir, ni le détecter, ni démontrer directement son existence. Pourtant, la logique et les mathématiques indiquent qu'il doit être là. C'est comme se retrouver dans un brouillard dense qui limite la vision à 90 mètres dans chaque direction. Nous ne voyons qu'un petit cercle du monde, mais nous savons que le paysage continue au-delà de la brume. Notre univers observable est ce cercle. L'univers réel s'étend bien au-delà. Et voici le nombre qui devrait à la fois troubler et fasciner. Si l'univers est réellement infini, alors notre bulle observable contient 0% de tout ce qui existe. Zéro absolu. Qu'y a-t-il alors au-delà des murs de notre prison cosmique? La lumière la plus ancienne du cosmos fonce vers nous en ce moment même, à une vitesse de 965 millions de kilomètres par heure, portant un message depuis l'instant où la réalité a commencé. Cette lumière a voyagé plus longtemps que la Terre n'a existé, plus longtemps que la formation du système solaire, plus longtemps qu'une grande partie de l'histoire de notre galaxie. Ce rayon a commencé son voyage lorsque l'univers n'avait que 380 000 ans. À cette époque, le cosmos était un plasma si chaud que les atomes ne pouvaient même pas se former. Ce rayonnement ancien est ce que nous appelons le fond diffus cosmologique, et il est présent partout. Si l'on allume un vieux téléviseur sans signal, environ 1% du bruit blanc de l'écran provient de cette lumière primordiale. C'est littéralement l'éclat de la création qui scintille devant nos yeux. Ce rayonnement remplit chaque centimètre cube de l'espace et arrive de toutes les directions. C'est la chose la plus ancienne que l'œil humain puisse observer, et elle nous montre la limite absolue du visible. Avant ce moment, 380 000 ans après le Big Bang, l'univers était opaque, une brume brûlante de plasma empêchant la lumière de le traverser, un peu comme tenter de regarder à travers la surface du Soleil. Aucun photon ne pouvait parcourir plus de quelques centimètres avant de heurter des particules chargées et d'être absorbé. Puis, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. L'univers en expansion s'est suffisamment refroidi pour que protons et électrons se combinent et forment les premiers atomes d'hydrogène. Soudain, le brouillard cosmique a disparu. L'univers est devenu transparent. La lumière a finalement pu se propager librement dans l'espace. Les premiers photons ayant réussi à s'échapper de cette clarification cosmique sont les mêmes qui atteignent aujourd'hui les yeux de l'observateur sous la forme du fond diffus cosmologique. Ce moment, appelé recombinaison, a créé un horizon définitif. Nous ne pourrons jamais voir au-delà. Tout événement survenu pendant les 380 000 premières années restera caché pour toujours, comme tenter de regarder à travers un mur de briques enveloppant tout l'univers primitif. Le fond diffus cosmologique constitue ce mur et représente la limite absolue de l'observation. Et c'est ici que surgit ce qu'il y a de réellement surprenant. Cet horizon se déplace à chaque seconde qui passe. La lumière qui a voyagé pendant 13,8 milliards d'années plus une seconde nous parvient. L'univers observable grandit d'une seconde lumière à chaque seconde écoulée, soit environ 300 000 km de nouvel espace qui entre dans notre champ visuel. Chaque jour, nous pouvons voir environ 25 milliards de kilomètres supplémentaires dans le cosmos. Mais l'expansion complique cette croissance constante. Tandis que notre horizon observable s'élargit, la distance réelle, jusqu'à la source de cette lumière ancienne, continue d'augmenter en raison de l'expansion cosmique. La galaxie qui a émis un photon il y a 13 milliards d'années se trouve aujourd'hui à environ 30 milliards d'années-lumière de nous. Nous voyons où elle était, pas où elle est. Cela crée une situation étrange et fascinante. Nous observons continuellement de nouvelles régions de l'espace, mais les sources de cette lumière continuent de s'éloigner sans cesse de l'observateur. C'est comme regarder un film d'une personne qui s'éloigne pendant que l'écran devient de plus en plus grand. Le fond diffus cosmologique montre l'univers lorsqu'il était plus lisse qu'un miroir parfaitement poli, avec des variations minuscules de température de quelques millionièmes de degrés à peine. Ces différences microscopiques de température finiraient par devenir tout ce qui existe. Mais que se passe-t-il lorsque l'on va au-delà de cet ancien horizon?
Au-delà de la limite de ce que nous pouvons observer, il existe encore bien plus que ce que nous voyons. Cela peut sembler une idée simple, presque évidente, mais c'est en réalité l'une des possibilités les plus troublantes de la cosmologie moderne. Si quelqu'un pouvait se téléporter à 47 milliards d'années-lumière de distance, au-delà de la limite observable, il trouverait une région extraordinairement similaire à la nôtre. Davantage de galaxies, davantage d'étoiles, davantage de planètes, peut être davantage de formes de vie. L'univers semble homogène aux plus grandes échelles. Homogène signifie uniforme, semblable partout, comme une pâte parfaitement mélangée, où chaque cuillerée contient les mêmes ingrédients dans les mêmes proportions. Nos observations du fond diffus cosmologique suggèrent que l'univers possède cette propriété fondamentale. Les petites variations de température détectées sont douces et cohérentes dans tout le ciel. Cette uniformité révèle quelque chose de profond sur ce qui existe au-delà de notre regard. Si l'univers observable contient environ 2 billions de galaxies, alors une région de même taille juste au-delà de notre horizon devrait aussi en contenir environ 2 billions, puis une autre région encore autant, et ainsi de suite. Le motif continue indéfiniment ou au moins bien au-delà de ce que nous pouvons concevoir. C'est ici que la question devient psychologiquement dérangeante. Si l'espace est réellement infini et homogène, alors toute configuration possible de la matière dans un volume donné doit se répéter quelque part. Ce n'est ni mysticisme ni fantaisie, c'est une conséquence mathématique inévitable. Avec un espace infini et un nombre fini de façon d'organiser un nombre fini de particules, la répétition devient inévitable. Imaginons un jeu de cartes mélangé un nombre infini de fois. Tôt ou tard, la même séquence apparaîtra exactement. L'univers fonctionne d'une manière similaire, mais avec des atomes au lieu de cartes. Cela signifie qu'il existe d'autres versions de l'observateur lisant ces mêmes mots en cet instant précis, non pas de manière métaphorique mais littérale, dans des régions de l'espace si éloignées que leur lumière ne pourra jamais nous atteindre. La mécanique quantique a disposé la matière dans toutes les configurations possibles, y compris celles identiques à la configuration actuelle de l'observateur. Il existe des versions dans lesquelles la lecture de cette phrase a été interrompue, des versions dans lesquelles la naissance n'a jamais eu lieu, des versions dans lesquelles toute l'histoire de la Terre s'est déroulée autrement. Les mathématiques suggèrent que ces copies pourraient exister à des distances de l'ordre de 10 puissance 115 mètres, un nombre si gigantesque que si nous tentions de l'écrire, la ligne de chiffres dépasserait la taille même de l'univers observable. Et pourtant, si l'espace est infini, ces distances restent finies. Quelque part, un autre moi est en train d'avoir exactement cette même compréhension à propos d'un autre moi encore plus lointain. Mais tout cela suppose que l'univers au-delà de notre horizon ressemble à ce que nous voyons à l'intérieur de celui-ci. Et si ce n'était pas le cas, des observations récentes suggèrent que notre région locale pourrait être inhabituelle. Nous pourrions nous trouver à l'intérieur d'un vide cosmique, une zone où la densité de galaxies est inférieure à la moyenne. Si cela était vrai, avancer au-delà de notre horizon observable pourrait révéler des régions plus denses de l'espace, remplies de davantage de galaxies, davantage de trous noirs et davantage d'activité, ou peut être des régions presque entièrement vides. Certains modèles théoriques proposent que l'inflation cosmique, cette expansion extrêmement rapide, survenue durant la première fraction de seconde de l'univers, ait pu créer des régions aux propriétés très différentes, avec des constantes physiques distinctes, de nouveaux types de particules ou des lois physiques totalement inconnues. Selon le principe d'indétermination de Heisenberg, plus ces particules empruntent d'énergie au vide, plus elles doivent la restituer rapidement en s'annihilant avec leurs antiparticules. Ces transactions se produisent si vite qu'elles semblent violer la conservation de l'énergie, mais elles obéissent en réalité parfaitement aux règles de la mécanique quantique. Le vide est rempli de cette activité invisible. Des paires électrons-positrons apparaissent pendant environ 10 puissance moins 21 secondes avant de se détruire mutuellement. Même des paires de particules encore plus éphémères, impliquant des particules plus lourdes, émergent et disparaissent en des temps encore plus courts. Le vide contient toutes sortes de particules virtuelles autorisées par la théorie quantique des champs. Tout cela se produit dans ce qui, à première vue, semble être un espace totalement vide. Ces fluctuations quantiques produisent des effets mesurables en laboratoire.
L'effet Casimir se produit lorsque deux plaques métalliques sont placées extrêmement proches l'une de l'autre dans le vide. Les particules virtuelles dont les longueurs d'onde sont plus grandes que la distance entre les plaques ne peuvent pas exister dans l'espace intermédiaire, tandis que celles aux longueurs plus grandes continuent d'exister à l'extérieur. Cela crée un déséquilibre qui pousse les plaques l'une vers l'autre avec une force mesurable. Il est littéralement possible de sentir la pression du vide quantique. Mais ce qui rend la mousse quantique si importante du point de vue cosmologique, c'est que toutes ces particules virtuelles devraient contribuer à la densité d'énergie de l'espace vide. Lorsque les physiciens calculent la quantité d'énergie que le vide devrait contenir, ils obtiennent une valeur si énorme que l'espace devrait s'étendre beaucoup plus vite que ce que nous observons. Le vide devrait contenir 10 puissance 120 fois plus d'énergie que l'énergie sombre. Est-ce la pire prédiction de toute l'histoire de la physique ? Ou cela signifie-t-il que notre compréhension de la mécanique quantique est profondément erronée? Peut être qu'un mécanisme encore inconnu annule la majeure partie de l'énergie du vide, ne laissant que la quantité suffisante pour alimenter l'accélération cosmique. La solution à cette catastrophe du vide pourrait expliquer l'énergie sombre elle-même. Peut être que la petite fraction d'énergie du vide qui ne s'annule pas se manifeste précisément comme l'énergie sombre que nous observons et qui pousse l'expansion accélérée de l'univers. Peut être que l'univers trouve un moyen de supprimer presque toute la mousse quantique, ne laissant active qu'une infime partie. Ou peut être que nos théories sur l'énergie du vide sont complètement erronées. Des approches alternatives suggèrent que l'espace vide pourrait ne pas être réellement vide d'une manière que nous n'avons pas encore imaginée. Des champs cachés pourraient imprégner le vide. Des dimensions supplémentaires pourraient permettre à l'énergie du vide de se disperser. Le concept même d'espace vide pourrait être une illusion née de notre perspective limitée. Certaines théories proposent que l'espace lui-même soit constitué de quelque chose. La gravité quantique à boucle suggère que l'espace est formé de petites unités discrètes, connectées comme des atomes dans un cristal. La théorie des cordes propose que l'espace émerge des interactions de cordes vibrantes dans des dimensions supérieures. Ces deux approches considèrent l'espace apparemment vide comme une structure complexe possédant une composition interne. Si l'espace a des composants, alors l'expansion pourrait être l'allongement de ces composants plutôt que la création d'un nouveau vide. L'espace ne s'étendrait pas vers le néant, parce que l'espace lui-même serait quelque chose, simplement quelque chose que nous ne comprenons pas encore. Pourtant, même notre ignorance sur la nature du vide pâlit face aux prédictions théoriques concernant ce qui pourrait arriver si l'expansion s'accélérait sans limite. Que se passe-t-il lorsque l'étirement de l'espace devient si violent qu'il dépasse toutes les forces qui maintiennent la réalité unie? Dans environ 22 milliards d'années, l'énergie sombre pourrait devenir si puissante qu'elle déchirerait chaque atome de l'univers, désintégrant la réalité en ses composants fondamentaux. Ce destin catastrophique, appelé Big Rip ou Grande Déchirure, rendrait la mort thermique presque douce en comparaison. Au lieu de se dissoudre lentement pendant des trillions d'années, l'univers s'autodétruirait dans un dernier spasme d'expansion accélérée, surpassant toutes les forces de la nature. La destruction suivrait une séquence inquiétante. Environ 1 million d'années avant le Big Rip, l'énergie sombre deviendrait suffisamment forte pour dominer la gravité à l'échelle des superamas galactiques. Les amas se dissoudraient, tandis que l'espace s'étendrait trop vite pour que la gravité puisse les maintenir unis. Les galaxies individuelles se sépareraient dans le vide croissant, isolées pour toujours les unes des autres. 200 millions d'années avant la fin, l'expansion déchirerait les galaxies elles-mêmes. Les étoiles seraient arrachées à leur foyer galactique et dispersées dans l'espace. La Voie lactée se dissoudrait, Andromède se désintégrerait. Chaque galaxie deviendrait une collection d'étoiles isolées, s'éloignant les unes des autres, tandis que l'espace s'étendrait plus vite que la gravité ne peut les rassembler. 30 minutes avant le Big Rip, l'expansion dépasserait la cohésion gravitationnelle des systèmes stellaires. La Terre serait arrachée au Soleil. La Lune s'éloignerait de la Terre en une spirale croissante. Chaque planète, dans chaque système solaire de l'univers, se retrouverait soudain seule dans l'espace en expansion, chauffée uniquement par sa propre chaleur interne, tandis que son étoile mère s'enfonce dans l'obscurité. Les 30 dernières minutes d'existence deviendraient de plus en plus violentes. 90 secondes avant la fin, l'expansion serait si intense qu'elle surpasserait les liaisons moléculaires.
les gaz atmosphériques entourant chaque planète se disperseraient dans l'espace. Les océans bouilliraient non pas à cause de la chaleur, mais parce que l'espace entre les molécules d'eau s'étendrait plus vite que les forces intermoléculaires ne peuvent les maintenir unis à l'état liquide. 10 ou 12 secondes avant la grande déchirure, les noyaux atomiques se désintégreraient. La force nucléaire forte, qui maintient protons et neutrons liés, finirait par céder face à l'étirement implacable de l'espace. Chaque noyau atomique de l'univers se briserait spontanément en protons et neutrons isolés. La matière qui forma étoiles, planètes et vie retournerait à ses composants les plus fondamentaux. À l'instant final de la grande déchirure, même l'espace et le temps pourraient se désintégrer. Certains modèles suggèrent que l'espace ne peut s'étirer que jusqu'à une certaine limite, au-delà de laquelle le concept même de distance s'effondre et la métrique qui définit la manière de mesurer les longueurs et les intervalles temporels devient infinie. La causalité cesse de fonctionner. L'univers ne se contente pas de s'achever, il devient physiquement dépourvu de sens. Mais ce scénario apocalyptique dépend du comportement de l'énergie sombre. Si l'énergie sombre demeure constante, la grande déchirure ne se produira jamais. L'univers continuera de s'étendre pour toujours, se rapprochant lentement de la mort thermique. Ce n'est que si l'énergie sombre se renforce avec le temps que la grande déchirure deviendrait inévitable. Les observations actuelles indiquent que l'énergie sombre est restée approximativement constante au cours de l'histoire cosmique, même si les données ne sont pas encore suffisamment précises pour exclure des variations lentes. De futures mesures de supernovas lointaines et d'autres indicateurs cosmologiques permettront de déterminer si l'énergie sombre se renforce réellement. Si tel était le cas, il serait possible de calculer avec une grande précision quand la grande déchirure se produira. Le calcul dépend de la vitesse à laquelle l'énergie sombre augmente. Les estimations les plus prudentes situent la grande déchirure dans environ 22 milliards d'années. Des modèles plus agressifs suggèrent qu'elle pourrait survenir bien plus tôt, être dans quelques milliards d'années. Quoi qu'il en soit, il n'existe aucun véritable réconfort pour une planification cosmique à long terme. Cependant, même cette destruction finale pourrait ne pas représenter la fin absolue. Certaines théories proposent que la grande déchirure puisse déclencher de nouveaux épisodes d'inflation cosmique, créant de nouveaux univers à partir des restes de l'ancien. La déchirure de l'espace-temps pourrait donner naissance à de nouvelles réalités. Mais avant de pouvoir comprendre ces fins cosmiques possibles, il est nécessaire d'analyser comment les scientifiques mesurent l'expansion qui les provoque. L'histoire de l'expansion cosmique a commencé par des observations, non par des théories. Comment mesurer quelque chose d'aussi immense que l'étirement même de l'espace ? Les astronomes mesurent l'expansion de l'univers en transformant des étoiles qui explosent en véritables règles cosmiques, utilisant la luminosité de la mort stellaire pour suivre la croissance de l'espace. Le défi paraît impossible. Comment mesurer des distances de milliards d'années-lumière ? Comment déterminer si ces objets s'éloignent ? Comment distinguer le mouvement à travers l'espace de l'expansion de l'espace lui-même ? La réponse se trouve dans le comportement prévisible des étoiles mourantes. Les supernovas de type Ia se produisent lorsqu'une naine blanche accumule trop de matière provenant de son étoile compagne et explose avec une luminosité presque identique à chaque fois. Ces explosions libèrent la même quantité d'énergie, quel que soit l'endroit de l'univers où elles se produisent, ce qui en fait des chandelles standards parfaites pour mesurer les distances cosmiques. La méthode fonctionne de la manière suivante. Lorsqu'une supernova de type Ia explose dans une galaxie proche, les astronomes mesurent sa luminosité apparente et la comparent à la luminosité intrinsèque connue de ce type d'explosion. La différence révèle la distance avec une grande précision. Les objets physiques apparaissent plus faibles à mesure qu'ils sont plus éloignés. En même temps, on mesure le décalage vers le rouge de la galaxie hôte en analysant les longueurs d'onde de la lumière issue de l'explosion. Le redshift indique combien la longueur d'onde de la lumière s'est étirée pendant son voyage à travers l'espace en expansion. Un redshift plus élevé signifie que la lumière a traversé une expansion plus grande, indiquant une distance plus importante et une époque cosmique plus ancienne. En traçant la distance en fonction du redshift pour des centaines de supernovas, les astronomes reconstruisent l'histoire de l'expansion de l'univers. Si l'expansion était constante, les données formeraient une ligne droite. Si l'expansion ralentissait sous l'effet de la gravité, les supernovas lointaines paraîtraient plus proches que prévu. Si l'expansion s'accélérait, les supernovas lointaines apparaîtraient plus éloignées que prévu. Les données montrent clairement l'accélération.
Les supernovas qui ont explosé lorsque l'univers était plus jeune apparaissent plus faibles qu'elles ne devraient l'être si l'expansion était constante. Cela signifie qu'elles sont plus éloignées que prévu. L'espace s'est étendu davantage que prévu pendant le voyage de la lumière vers la Terre. L'énergie sombre a accéléré l'expansion pendant des milliards d'années. Mais mesurer l'expansion cosmique nécessite plus que des supernovas. Les astronomes utilisent diverses techniques pour construire ce que l'on appelle l'échelle des distances cosmiques, dans laquelle chaque échelon est calibré par le précédent. Le premier échelon utilise la parallaxe des étoiles proches. À mesure que la Terre orbite autour du Soleil, les étoiles les plus proches semblent se déplacer par rapport au fond d'étoiles lointaines. Cet angle de parallaxe, associé au diamètre de l'orbite terrestre, fournit des distances précises jusqu'à plusieurs centaines d'années-lumière. Ces distances calibrent le niveau suivant: les étoiles variables céphéides. Les céphéides pulsent avec des périodes directement liées à leur luminosité intrinsèque. En mesurant la période de pulsation, les astronomes savent exactement à quel point elle devrait être brillante. En comparant cette valeur avec la luminosité observée, on obtient leur distance. Les céphéides peuvent être observés dans des galaxies situées jusqu'à 100 millions d'années-lumière. Les distances des céphéides calibrent les supernovas, étendant l'échelle des distances jusqu'à des milliards d'années-lumière. Chaque échelon dépend de la précision des précédents, ce qui rend toute l'échelle vulnérable aux erreurs systématiques. Cette vulnérabilité a généré l'une des plus grandes controverses de la cosmologie moderne. Différentes techniques fournissent des valeurs légèrement différentes pour la constante de Hubble, le nombre qui décrit la vitesse d'expansion de l'univers. Les mesures locales basées sur l'échelle des distances suggèrent que l'espace s'étend à environ 73 km par seconde par mégaparsec, tandis que les mesures du fond diffus cosmologique indiquent une valeur plus basse, autour de 67 km par seconde par mégaparsec. Cette divergence de 6% peut sembler faible, mais elle représente une véritable crise en cosmologie. Soit l'une des techniques contient des erreurs encore inconnues, soit notre compréhension de l'évolution cosmique est fondamentalement incorrecte. La solution pourrait nécessiter une nouvelle physique ou la découverte d'erreurs systématiques passées inaperçues pendant des décennies. Pourtant, malgré cette controverse, les deux techniques s'accordent sur la conclusion la plus importante. L'univers est en expansion et cette expansion s'accélère. Mais comment les scientifiques traduisent-ils ces mesures observationnelles en descriptions mathématiques de l'évolution cosmique? Toute l'histoire de l'expansion de l'univers peut être capturée dans une seule fonction mathématique qui décrit comment l'espace grandit avec le temps. Et cette fonction révèle l'avenir du cosmos. Les scientifiques l'appellent le facteur d'échelle, généralement représenté par la lettre A. Cette variable simple encode tout ce qui concerne la manière dont les distances changent à mesure que l'univers évolue. Lorsque le facteur d'échelle double, toutes les distances doublent. Lorsqu'il triple, toutes les distances triplent. Le facteur d'échelle transforme l'expansion cosmique en quelque chose de mathématiquement précis. Par convention, les cosmologistes fixent la valeur du facteur d'échelle à 1 au temps présent. Cela signifie que dans le passé, lorsque l'univers était plus petit, le facteur d'échelle était inférieur à 1. Dans le futur, lorsque l'univers sera plus grand, le facteur d'échelle sera supérieur à 1. Et c'est là que réside la puissance de cette approche. Le facteur d'échelle relie des quantités observables au temps cosmique. Lorsqu'on observe une galaxie avec un redshift Z, on la voit à un moment où le facteur d'échelle était égal à 1 divisé par 1 plus Z. Une galaxie avec un redshift de 1 existait lorsque le facteur d'échelle était de 0,5, ce qui signifie que l'univers avait la moitié de sa taille actuelle. Cela permet aux astronomes de reconstruire l'histoire cosmique à partir des mesures du redshift. La lumière du fond diffus cosmologique possède un redshift proche de 1090. Ce rayonnement provient d'une époque où le facteur d'échelle était approximativement 1 sur 1091, ce qui signifie que l'univers n'avait qu'1 millième de sa taille actuelle dans chaque direction. Le volume de l'espace était 1 milliard de fois plus petit lorsque cette lumière a été émise. Mais le facteur d'échelle fait bien plus que décrire le passé. Combiné aux équations de champ d'Einstein, il prédit l'évolution future de l'expansion cosmique en fonction du contenu actuel de l'univers. L'accélération de l'expansion dépend de la manière dont le facteur d'échelle change avec le temps. S'il croît de manière linéaire, l'expansion progresse à un rythme constant.
S'il croît plus vite que de façon linéaire, l'expansion s'accélère. S'il croît plus lentement, l'expansion ralentit. Les observations actuelles montrent que le facteur d'échelle a augmenté plus rapidement que de façon linéaire depuis environ 5 milliards d'années, confirmant l'accélération cosmique. Les mathématiques révèlent 3 futurs possibles, selon les propriétés de l'énergie sombre. Si l'énergie sombre reste constante, le facteur d'échelle croîtra exponentiellement pour toujours. L'espace continuera de s'étendre à un rythme accéléré, même si l'accélération tendra vers une valeur limite. Cela conduit à la mort thermique, tandis que la matière se dilue de plus en plus dans l'espace en expansion. Si l'énergie sombre se renforce avec le temps, le facteur d'échelle croîtra encore plus vite qu'une exponentielle, conduisant au scénario de la grande déchirure, dans lequel l'expansion dépasse toutes les forces et détruit tout. Si au contraire l'énergie sombre s'affaiblit ou devient négative, le facteur d'échelle pourrait cesser de croître et commencer à se contracter, provoquant un grand effondrement où l'univers retombe sur lui-même. Les données actuelles suggèrent que le premier scénario est le plus probable, mais le cadre du facteur d'échelle révèle quelque chose d'encore plus profond sur la nature de l'expansion cosmique. La vitesse d'expansion à un moment donné dépend uniquement de la densité totale d'énergie de l'univers à cet instant. Plus d'énergie implique une expansion plus rapide. Dans l'univers primitif, lorsque la matière et le rayonnement étaient comprimés dans un volume minuscule, la densité d'énergie était énorme. Cela produisit une expansion très rapide, qui ralentit progressivement à mesure que l'univers grandissait et que la densité diminuait. Il y a environ 5 milliards d'années, l'énergie sombre devint dominante et l'expansion recommença à s'accélérer. Le facteur d'échelle encode mathématiquement toute la transition de la décélération vers l'accélération. En ajustant des modèles théoriques aux données observationnelles, les cosmologistes déterminent les quantités relatives de matière, de rayonnement et d'énergie sombre à différentes époques. Ces calculs montrent que notre univers est actuellement composé d'environ 68% d'énergie sombre, 27% de matière sombre et seulement 5% de matière ordinaire. L'approche du facteur d'échelle prédit également comment ces proportions évolueront dans le futur. À mesure que l'espace s'étend, la matière se dilue, tandis que l'énergie sombre conserve une densité constante. Cela signifie que l'influence de l'énergie sombre deviendra de plus en plus grande avec le temps. Finalement, elle dominera au point que l'expansion tendra vers une phase de croissance exponentielle pure. Pourtant, ce cadre mathématique qui permet de comprendre l'expansion repose sur des connaissances nées de l'une des plus grandes erreurs scientifiques de l'histoire. Que se passe-t-il lorsqu'un génie commet une erreur qui finit par prédire accidentellement l'avenir ? Albert Einstein ajouta un terme à ses équations de la relativité générale qu'il décrivit plus tard comme sa plus grande erreur, mais ce terme se révéla essentiel pour comprendre l'expansion accélérée que nous observons aujourd'hui. En 1917, Einstein fut confronté à un problème avec sa nouvelle théorie de la relativité générale. Ses équations prédisaient que l'univers devait s'étendre ou se contracter. Elles ne permettaient pas un cosmos statique et immuable. Pourtant, à cette époque, tout le monde était convaincu que l'univers était statique et éternel. C'est du moins ce que pensaient les astronomes du moment. L'idée d'un univers dynamique et en évolution paraissait absurde. Comment le cosmos entier pourrait-il changer ? Vers où s'étendrait-il ? Quelle force pourrait alimenter une telle expansion ? Einstein fit confiance aux preuves observationnelles disponibles et modifia ses équations. Il ajouta ce qu'il appela la constante cosmologique, représentée par la lettre grecque lambda. Ce terme agissait comme une force répulsive, capable d'équilibrer exactement l'attraction gravitationnelle, permettant à l'univers de rester statique malgré la présence de matière. Einstein conçut cette énergie de l'espace comme une propriété fondamentale du vide, une légère poussée vers l'extérieur empêchant l'effondrement gravitationnel, une répulsion juste suffisante pour contrebalancer l'attraction, l'équilibre parfait pour maintenir l'univers stable et immuable. Pendant plus d'une décennie, cette solution sembla plausible. Puis Edwin Hubble découvrit que les galaxies lointaines s'éloignaient de nous. L'univers n'était pas statique après tout. Il était en expansion, exactement comme les équations originales d'Einstein l'avaient prédit. Les preuves observationnelles qui avaient conduit Einstein à introduire la constante cosmologique étaient simplement incorrectes.
Einstein abandonna rapidement la constante cosmologique et la qualifia de plus grande erreur. S'il avait fait confiance à ses équations originales plutôt qu'à des observations défectueuses, il aurait pu prédire l'expansion cosmique des décennies avant la découverte de Hubble. Il aurait été reconnu comme le scientifique ayant anticipé l'univers en expansion uniquement par le raisonnement théorique. Au lieu de cela, il introduisit un terme qu'il croyait inutile et passa des années à tenter de l'éliminer de la physique. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 1998, les astronomes découvrirent que l'expansion cosmique s'accélérait. Quelque chose poussait l'espace avec une force de plus en plus grande, exactement ce que la constante cosmologique d'Einstein avait été conçue pour faire. L'erreur d'Einstein s'est révélée essentielle pour comprendre l'univers. L'expansion accélérée nécessite une forme d'énergie sombre qui se comporte exactement comme la constante cosmologique, une densité d'énergie uniforme qui remplit tout l'espace et produit des effets gravitationnels répulsifs. Les observations actuelles suggèrent que la constante cosmologique décrit les données de la manière la plus efficace. Si cette interprétation est correcte, alors l'intuition d'Einstein concernant l'énergie du vide fut extraordinairement visionnaire. Il comprit que le vide lui-même pouvait posséder une énergie et des effets gravitationnels. Bien qu'il ait introduit cette idée pour des raisons erronées, la valeur de la constante cosmologique dans notre univers est minuscule, mais non nulle. Chaque centimètre cube d'espace vide contient environ 10 puissance moins 10 joules d'énergie sombre. Cela semble insignifiant, mais multiplié par l'immense volume de l'univers observable, cela représente plus d'énergie que toute la matière et le rayonnement réuni. Le terme apparemment inutile d'Einstein domine l'évolution cosmique. Pourtant, la constante cosmologique introduit un nouveau problème qu'Einstein n'avait pas prévu. Si l'énergie du vide alimente l'accélération, pourquoi sa valeur est-elle si petite? Les prédictions de la théorie quantique des champs indiquent que l'énergie du vide devrait être 10 puissance 120 fois plus grande que celle observée. Cette catastrophe du vide est l'un des mystères les plus profonds de la physique. Soit notre compréhension de la mécanique quantique est profondément erronée, soit un mécanisme encore inconnu supprime la majeure partie de l'énergie du vide, ne laissant active qu'une petite fraction suffisante pour provoquer l'accélération cosmique. Résoudre cette énigme pourrait exiger une physique entièrement nouvelle, au-delà de toute intuition qu'Einstein aurait pu imaginer. Des théories alternatives suggèrent que l'énergie sombre n'est être pas une constante cosmologique, mais un champ dynamique qui évolue avec le temps. Ces modèles pourraient éviter la catastrophe du vide tout en expliquant l'expansion accélérée. Cependant, les observations actuelles favorisent l'intuition originale d'Einstein concernant l'énergie du vide. L'ironie est profonde. Einstein ajouta la constante cosmologique pour empêcher l'expansion, puis la supprima lorsqu'on découvrit que l'univers était en expansion. La cosmologie moderne l'a restaurée pour expliquer pourquoi cette expansion s'accélère. Sa plus grande erreur est devenue son intuition la plus prophétique. Pourtant, même le génie d'Einstein s'est appuyé sur des observations qui ont révolutionné notre compréhension du cosmos. Que se passe-t-il lorsqu'un astronome pointe un télescope vers le ciel et découvre que tout ce que nous pensions savoir sur l'univers était faux? Edwin Hubble passa des nuits entières en 1929 à mesurer les distances et les vitesses de galaxies lointaines, découvrant accidentellement que tout le cosmos s'éloigne de nous. Travaillant à l'observatoire du mont Wilson avec le plus grand télescope du monde à son époque, Hubble tentait de résoudre un débat sur la nature des nébuleuses spirales. Ces objets diffus faisaient-ils partie de notre Voie lactée ou étaient-ils des galaxies séparées à d'immenses distances? Ces mesures démontrèrent qu'il s'agissait de galaxies indépendantes, mais ce ne fut pas le véritable impact de sa découverte. En utilisant des étoiles variables céphéides comme indicateur de distance, Hubble calcula que ces galaxies spirales se trouvaient à des millions d'années-lumière, bien au-delà des limites de la Voie lactée. Notre univers, qui jusque-là semblait réduit à une seule galaxie, devint soudain un vaste cosmos rempli d'innombrables îles stellaires. Mais en traçant les distances des galaxies en fonction de leur vitesse, Hubble observa un motif impossible à ignorer. Toutes les galaxies s'éloignaient de nous, pas seulement certaines, pas seulement les plus lointaines. Chaque galaxie mesurable présentait une lumière décalée vers le rouge, signe d'un mouvement de récession. On aurait dit que la Terre se trouvait au centre d'une explosion cosmique. Plus surprenant encore, plus une galaxie était éloignée, plus elle s'éloignait rapidement. Les galaxies 2 fois plus lointaines s'éloignaient 2 fois plus vite. Celles 3 fois plus éloignées, 3 fois plus vite.
Cette relation, connue aujourd'hui sous le nom de loi de Hubble, suggérait une proportionnalité directe entre distance et vitesse de récession. Au début, Hubble interpréta ce motif comme un mouvement à travers l'espace, imaginant des galaxies s'éloignant de nous dans un cadre cosmique statique, comme les débris d'une explosion se dilatant dans le vide. Mais cette interprétation créait des problèmes impossibles. Si toutes les galaxies s'éloignaient de nous, cela signifierait que nous occupions une position centrale et privilégiée dans l'univers. Cela violait le principe copernicien selon lequel la Terre n'occupe aucun endroit spécial dans le cosmos. Pourquoi serions-nous exactement au centre de tout? La solution apparut lorsqu'on comprit que c'était l'espace lui-même qui s'étendait. Imaginons des points dessinés sur un ballon dégonflé, mais pensons au processus à l'envers. À mesure que le ballon se gonfle, chaque point voit tous les autres s'éloigner. Plus 2 points sont éloignés, plus la distance entre eux augmente rapidement. Et pourtant, aucun point n'est privilégié. Aucun n'est au centre de l'expansion. Chaque point expérimente exactement le même motif que celui observé par Hubble. Cette intuition transforma la découverte de Hubble, passant d'une mesure du mouvement galactique à une preuve directe de l'expansion cosmique. Les galaxies ne se déplacent pas à travers l'espace. C'est l'espace lui-même qui se dilate, les entraînant comme des raisins dans une pâte à pain en fermentation. La loi de Hubble devint la première preuve observationnelle d'un univers en expansion. La constante de proportionnalité dans la loi de Hubble, connue aujourd'hui sous le nom de constante de Hubble, décrit la vitesse à laquelle l'espace s'étend. Une constante de Hubble plus grande implique une expansion plus rapide, tandis qu'une constante plus petite indique une expansion plus lente. Les mesures originales de Hubble donnaient une valeur environ 7 fois supérieure aux valeurs modernes, suggérant un univers âgé de seulement 2 milliards d'années. Cela posait un problème évident, car les preuves géologiques indiquaient que la Terre était plus ancienne que 2 milliards d'années. Comment la Terre pouvait-elle être plus vieille que l'univers lui-même? L'erreur dans les mesures de distance de Hubble provenait d'une confusion entre 2 types différents d'étoiles variables, ce qui conduisit à sous-estimer systématiquement les distances galactiques. Lorsque les astronomes corrigèrent ces erreurs, l'âge de l'univers augmenta jusqu'à des valeurs compatibles, largement supérieures à l'âge de la Terre. Pourtant, la relation distance-vitesse découverte par Hubble resta valide. Les mesures modernes confirment que l'expansion suit la loi de Hubble, avec une précision extraordinaire à travers d'immenses distances cosmiques, depuis des galaxies proches à quelques millions d'années-lumière, jusqu'aux galaxies observables les plus lointaines, à des milliards d'années-lumière. Cette cohérence démontre que l'expansion est une propriété globale de l'espace lui-même. Le travail de Hubble établit également la première échelle de distance cosmique, permettant aux astronomes de cartographier la structure tridimensionnelle de l'univers. Avant Hubble, l'astronomie était essentiellement bidimensionnelle, limitée à mesurer des positions dans le ciel. Après Hubble, la cosmologie devint possible. Sa découverte transforma notre compréhension de la place de l'humanité dans le cosmos. Nous ne vivons pas dans un univers statique et immuable. Nous habitons un cosmos dynamique et en évolution qui commença dans un état chaud et dense, et qui depuis lors continue de s'étendre et de se refroidir. L'univers en expansion révélé par les observations de Hubble devint la base de la cosmologie du Big Bang. Mais la loi de Hubble souleva également une question cruciale concernant le destin du cosmos. L'expansion continuera-t-elle pour toujours, ou la gravité finira-t-elle par la ralentir et inverser le processus? La réponse dépend de la quantité de matière contenue dans l'univers, ce qui conduit à l'un des mystères les plus profonds de la cosmologie. Quelle quantité de matière est nécessaire pour empêcher l'infini de continuer à croître? Il existe une quantité précise appelée densité critique qui détermine si l'univers s'étendra indéfiniment ou s'il finira par s'effondrer sur lui-même. Et nous vivons étonnamment près de ce seuil cosmique. La densité critique équivaut approximativement à 5 atomes d'hydrogène par mètre cube d'espace, presque un vide parfait selon n'importe quelle norme humaine. Pourtant, cette minuscule quantité de matière dispersée dans d'immenses volumes détermine le destin final de tout. La physique, derrière la densité critique, naît de la compétition entre expansion et gravité. L'expansion sépare les galaxies en distribuant la matière dans des volumes d'espace de plus en plus grands, tandis que la gravité attire la matière en tentant d'inverser l'expansion et de provoquer un effondrement cosmique. La force de la gravité dépend de la quantité de matière présente dans un volume donné. Si l'univers contient plus que la densité critique, la gravité l'emporte
l'expansion ralentit, s'arrête et finit par s'inverser dans un grand effondrement. Si l'univers contient moins que la densité critique, l'expansion gagne et le cosmos continue de s'étendre pour toujours, se rapprochant lentement de la mort thermique à mesure que la matière devient de plus en plus dispersée. Si l'univers contient exactement la densité critique, l'expansion s'approche asymptotiquement de zéro sans jamais s'arrêter complètement. Ce troisième cas représente un équilibre parfait entre expansion et gravité, comme une balle lancée vers le haut, avec la vitesse exacte pour atteindre une hauteur infinie, tout en ralentissant progressivement. Pendant des décennies, mesurer la densité réelle de l'univers devint le Graal de la cosmologie. La tâche semblait simple, compter toute la matière et la diviser par le volume. Mais la réalité s'avéra bien plus complexe. La majeure partie de la matière de l'univers semble être invisible. Les observations des courbes de rotation galactique montrèrent que les galaxies contiennent beaucoup plus de masse que ne l'indique la lumière de leurs étoiles. Les vitesses orbitales des étoiles dans les régions extérieures exigent environ 5 fois plus de masse gravitationnelle que ce que la matière visible peut expliquer. Cette masse invisible fut appelée matière sombre. La matière sombre n'émet, n'absorbe, ni ne reflète la lumière. Elle n'interagit que par la gravité et n'est observable que par ses effets gravitationnels sur la matière visible. Bien qu'invisible, elle dépasse la matière ordinaire dans une proportion supérieure à 5 pour 1. Lorsque les cosmologistes intégrèrent la matière sombre dans les calculs de densité totale, ils trouvèrent un univers possédant environ 30% de la densité critique. Cela suggérait un univers destiné à s'étendre pour toujours, se rapprochant progressivement de la mort thermique. Mais alors survint la découverte de l'énergie sombre. L'énergie sombre ne contribue pas seulement à la densité énergétique totale de l'univers, elle modifie fondamentalement la dynamique de l'expansion, créant une gravité répulsive plutôt qu'une gravité attractive. Dans les équations d'Einstein, une densité d'énergie dotée d'une pression négative peut entraîner une expansion accélérée. L'énergie sombre rend beaucoup plus complexe le concept de densité critique. La densité critique traditionnelle suppose que toute la matière et toute l'énergie génèrent une gravité attractive. Mais l'énergie sombre produit une gravité répulsive, faisant que l'expansion s'accélère indépendamment de la quantité de matière ordinaire présente. Les observations actuelles suggèrent que nous vivons dans un univers composé d'environ 27% de matière sombre, 68% d'énergie sombre et seulement 5% de matière ordinaire. Cette combinaison nous place étonnamment près de la densité critique lorsque l'on prend en compte les effets de pression négative de l'énergie sombre. L'univers semble être en équilibre, presque exactement à la frontière entre différentes géométries possibles. Cette densité presque critique crée ce que les cosmologistes appellent le problème de la platitude. Pourquoi l'univers devrait-il se trouver si près de la densité critique ? Dans la plupart des modèles d'évolution cosmique, la densité tend rapidement à devenir bien supérieure à la densité critique, conduisant à un effondrement rapide, ou bien beaucoup plus faible que la densité critique, conduisant à une expansion vide. Maintenir une densité presque critique exige un réglage initial extraordinairement précis. L'inflation cosmique offre une solution possible au problème de la platitude. Pendant l'expansion exponentielle de l'inflation, toute courbure initiale est étirée à un point tel que l'univers émerge de cette phase extrêmement proche de la densité critique. Cela pourrait expliquer pourquoi nous observons aujourd'hui une densité presque critique, même si cette coïncidence reste troublante. Il se trouve que nous vivons à l'époque cosmique, où matière sombre, énergie sombre et matière ordinaire exercent une influence comparable sur l'évolution de l'univers. Il y a des milliards d'années, la matière dominait. Dans des milliards d'années, l'énergie sombre dominera totalement. Nous existons durant cette brève période de transition où tous les composants comptent presque de manière égale. Cette coïncidence temporelle pourrait être un biais de sélection. Peut être que les observateurs ne peuvent exister qu'à des époques où la densité de matière est comparable à la densité critique. Les époques antérieures auraient pu être trop violentes pour des structures complexes, et les époques futures pourraient être trop vides pour permettre la formation de nouvelles structures. Nous observons une densité presque critique parce que seuls les univers presque critiques peuvent produire des observateurs. Pourtant, même ce raisonnement suppose que nous sommes seuls dans le cosmos.
le seul univers s'étendant depuis son propre Big Bang. Que se passerait-il si l'expansion avait lieu dans d'innombrables réalités parallèles à la nôtre? En cet instant même, tandis que tu lis ces mots, des trillions d'autres univers pourraient vivre leurs propres histoires d'expansion, chacun né de son propre Big Bang, grandissant dans des directions que tu ne peux ni percevoir ni imaginer. Ces univers parallèles n'existeraient pas loin dans notre espace, mais dans des espaces entièrement séparés qui ne partagent aucun lien avec le nôtre. Chaque univers posséderait ses propres 3 dimensions spatiales, sa propre dimension temporelle et sa propre histoire d'expansion. Le multivers pourrait s'étendre à plusieurs niveaux simultanément. Dans les modèles d'inflation éternelle, notre univers observable ne représente qu'une petite portion d'une région inflationnaire bien plus vaste. Mais l'inflation ne s'arrête jamais complètement. Les fluctuations quantiques déclenchent continuellement de nouveaux épisodes inflationnaires dans un espace plus large, créant des univers bulles qui s'étendent et évoluent de manière indépendante. Chaque bulle développe sa propre physique, ses propres constantes fondamentales et sa propre dynamique d'expansion. Tandis que notre univers s'est étendu pendant 13 milliards 800 millions d'années, d'autres bulles pourraient s'être étendues pendant des billions d'années. Certaines auraient pu commencer leur expansion il y a seulement quelques millions d'années. Certains univers bulles pourraient s'étendre bien plus vite que le nôtre en raison d'une énergie sombre plus intense. D'autres pourraient s'étendre plus lentement en raison d'une densité de matière plus élevée. Certaines bulles malheureuses pourraient déjà s'être effondrées dans un grand effondrement, déroulant toute leur histoire en un instant cosmique. Ailleurs, d'autres bulles pourraient s'approcher de scénarios de grande déchirure, où l'expansion brise leur structure fondamentale. Chaque univers bulle vit son expansion d'une manière différente, mais le concept de multivers va encore plus loin. Certaines théories suggèrent que chaque mesure quantique génère des réalités parallèles où des résultats différents se produisent. Dans cette interprétation des mondes multiples, l'univers se divise constamment en versions multiples. Chaque version continue de s'étendre selon sa propre histoire quantique. Le nombre d'univers parallèles en expansion serait littéralement infini, avec de nouvelles ramifications apparaissant à chaque instant. La plupart seraient presque identiques aux nôtres, ne différant que par des détails quantiques minuscules. D'autres divergeraient de manière radicale en raison de séquences différentes d'événements quantiques. Dans certains parallèles, l'énergie sombre pourrait être plus forte, conduisant à une accélération plus rapide. Dans d'autres, l'énergie sombre pourrait être plus faible, permettant à la gravité d'arrêter l'expansion. Chaque histoire d'expansion possible se produirait quelque part dans le multivers quantique. Cela crée une possibilité troublante. Des versions parallèles de l'observateur vivent chaque destin cosmique possible. Certaines versions existent dans des univers se rapprochant de la mort thermique. D'autres habitent des cosmos se dirigeant vers de grandes déchirures. Et d'autres encore vivent dans des univers destinés à s'effondrer. L'expansion de l'espace influence toutes les versions possibles de la réalité. Mais les univers parallèles soulèvent des questions profondes sur la signification de l'expansion cosmique. Si des univers infinis s'étendent de manière infinie, quelle valeur possède notre histoire particulière d'expansion? Certains soutiennent que le multivers rend le destin de notre propre univers insignifiant. Même si notre cosmos se dirige vers la mort thermique, d'innombrables autres versions de l'observateur continueraient d'exister dans des univers aux modèles d'expansion différents. D'autres défendent que chaque univers demeure significatif pour ses habitants, indépendamment du nombre de versions parallèles existantes. Le concept d'univers parallèle complique aussi notre compréhension de ce que signifie réellement s'étendre. Dans un univers unique, l'expansion représente la croissance de tout l'espace. Mais dans un multivers, l'expansion pourrait n'être qu'une couche au sein d'une structure beaucoup plus complexe. Notre espace pourrait s'étendre, tandis que le multivers plus vaste resterait statique, ou peut être que le multivers lui-même s'étendrait de manière qui dépasse notre compréhension de l'espace et du temps. Des observations récentes ont cherché des preuves d'univers parallèles en analysant des motifs subtils dans le fond diffus cosmologique qui pourraient indiquer des collisions avec d'autres bulles. Jusqu'à présent, aucune preuve n'a été trouvée, mais l'absence de preuves ne démontre pas l'inexistence de réalités parallèles. Les échelles impliquées sont si immenses et les effets si subtils que détecter d'autres univers pourrait rester pour toujours hors de notre portée. Nous pourrions être condamnés à nous interroger sur des expansions parallèles sans jamais pouvoir prouver qu'elles existent. Cependant, même si les univers parallèles demeurent inaccessibles,
notre propre expansion soulève des questions fondamentales sur la nature de l'information et du sens dans un cosmos en croissance. Que devient la connaissance, la mémoire et l'identité lorsque l'espace qui les contient s'étend vers l'infini? Chaque pensée conçue, chaque souvenir formé, chaque fragment d'information qui constitue l'identité d'un être existe comme des configurations spécifiques de matière et d'énergie dans l'espace. Et l'expansion cosmique étire lentement ces configurations vers la dissolution. Cela crée un paradoxe fondamental en physique. L'information ne peut pas être détruite, et pourtant l'expansion semble la disperser à travers des distances si vastes qu'elle devient pratiquement irrécupérable. Le dilemme commence avec le principe holographique. La physique théorique suggère que toute l'information contenue dans un volume d'espace pourrait être codée sur la surface qui délimite ce volume, comme un hologramme stockant des images tridimensionnelles sur une surface bidimensionnelle. L'univers pourrait conserver toute son information sur ses frontières cosmiques. Mais l'expansion augmente continuellement la surface de toute limite. À mesure que l'espace grandit, la quantité d'informations pouvant être stockées sur les surfaces cosmiques augmente également. Cela implique que la capacité de mémoire de l'univers croît avec le temps, permettant l'émergence d'une nouvelle complexité et de nouvelles structures, même si l'expansion disperse l'information déjà existante. Cependant, cette croissance génère aussi de nouveaux problèmes. L'information qui définit la conscience existe dans les motifs spécifiques de connexion neuronale à l'intérieur du cerveau. Ces motifs dépendent de configurations précises de molécules, qui dépendent elles-mêmes de configurations précises d'atomes, et finalement de positions précises dans l'espace. À l'échelle des temps cosmologiques, l'expansion étend lentement ces configurations. Avec le temps, l'expansion pourrait séparer les atomes du cerveau à des distances supérieures à celles des galaxies actuelles. Les motifs informationnels qui forment les pensées se disperseraient tellement qu'aucun processus physique ne pourrait les reconstruire. L'identité se dissoudrait dans le vide en expansion. Mais la mécanique quantique complique ce tableau. Les états quantiques qui codent l'information pourraient ne pas dépendre de positions spatiales spécifiques, mais de relations entre particules, indépendamment de la distance qui les sépare. L'intrication quantique permet à des particules de maintenir des connexions instantanées, quelle que soit la distance. Même si l'expansion séparait des particules intriquées de milliards d'années-lumière, leurs états quantiques resteraient corrélés. Cela suggère que certains motifs informationnels pourraient persister même lorsque la matière qui les transporte se disperse dans l'univers en expansion. Néanmoins, l'expansion crée un autre défi informationnel, la perte de contact causal entre régions éloignées. À mesure que l'espace s'étend, des régions qui échangeaient autrefois de l'information simultanément finiront par s'éloigner si rapidement que les signaux lumineux ne pourront plus voyager entre elles. Ces régions deviennent causalement déconnectées, incapables de partager de l'information même en tenant compte de l'intrication quantique. L'information se retrouve piégée dans des bulles cosmiques isolées. Chaque bulle contient une quantité finie d'informations qui ne pourra jamais interagir avec celle d'autres bulles. Le contenu total d'informations de l'univers observable se fragmente en régions déconnectées. Cette fragmentation pourrait sembler une forme de destruction de l'information, violant les principes fondamentaux de la mécanique quantique. La solution pourrait résider dans la compréhension que l'information opère à plusieurs échelles simultanément. Tandis que les motifs informationnels locaux se dissolvent à cause de l'expansion, des motifs informationnels globaux pourraient émerger à l'échelle cosmique. L'histoire même de l'expansion encode de l'information. Chaque détail de la manière dont l'espace a grandi depuis le Big Bang est enregistré dans le fond diffus cosmologique, dans la distribution des galaxies et dans la structure même de l'espace-temps. Cette information cosmologique pourrait persister même lorsque les motifs informationnels locaux disparaissent. L'univers devient son propre système de stockage de mémoire. Mais même l'information cosmologique fait face à une menace finale, due à l'accélération. À mesure que l'énergie sombre entraîne une expansion toujours plus rapide, le fond diffus cosmologique finira par être décalé vers des longueurs d'onde indétectables. Les observateurs du futur perdront l'accès à l'information sur les origines cosmiques. L'expansion accélérée pourrait finalement effacer toute preuve que le Big Bang ait eu lieu. Des civilisations futures pourraient conclure qu'elles vivent dans des univers statiques et vides, sans commencement ni évolution. L'information témoignant de leur héritage cosmique se sera dissoute dans le vide en expansion. L'expansion suggérait un univers destiné à grandir pour toujours, se rapprochant lentement de la mort thermique. Mais la découverte de l'énergie sombre est arrivée.
L'énergie sombre ne s'ajoute pas seulement à la densité totale d'énergie de l'univers, elle transforme profondément la dynamique de l'expansion, créant une gravité répulsive au lieu d'une gravité attractive. Dans les équations d'Einstein, une densité d'énergie dotée d'une pression négative peut entraîner une expansion accélérée. L'énergie sombre rend le concept de densité critique beaucoup plus complexe. La densité critique traditionnelle suppose que toute la matière et l'énergie génèrent une gravité attractive. Mais l'énergie sombre produit une gravité répulsive, faisant que l'expansion s'accélère indépendamment de la quantité de matière ordinaire présente. Les observations actuelles suggèrent que nous vivons dans un univers composé d'environ 22,7% de matière sombre, 68% d'énergie sombre et 5% de matière ordinaire. Cette combinaison nous place étonnamment près de la densité critique lorsque l'on prend en compte les effets de pression négative de l'énergie sombre. L'univers semble en équilibre, presque exactement à la frontière entre différentes géométries possibles. Cette densité presque critique donne naissance à ce que les cosmologistes appellent le problème de la platitude. Pourquoi l'univers devrait-il être si proche de la densité critique? Dans la plupart des modèles d'évolution cosmique, la densité tend rapidement à devenir beaucoup plus grande que la critique, conduisant à un effondrement rapide, ou beaucoup plus faible que la critique, conduisant à une expansion vide. Maintenir une densité presque critique exige un réglage extrêmement précis des conditions initiales. L'inflation cosmique offre une solution possible. Pendant l'expansion exponentielle de l'inflation, toute courbure initiale est étirée à un tel point que l'univers émerge extrêmement proche de la densité critique. Cela pourrait expliquer pourquoi nous observons aujourd'hui une densité presque critique, même si la coïncidence reste troublante. Nous vivons précisément à l'époque cosmique où matière sombre, énergie sombre et matière ordinaire exercent une influence comparable sur l'évolution du cosmos. Il y a des milliards d'années, la matière dominait. Dans quelques milliards d'années, l'énergie sombre dominera complètement. Nous existons durant cette brève période de transition, où tous les composants comptent presque également. Cette coïncidence temporelle pourrait être un effet de sélection. Peut être que les observateurs ne peuvent exister qu'à des époques où la densité de matière est comparable à la densité critique. Les époques antérieures auraient pu être trop violentes pour des structures complexes, et les époques futures trop vides pour permettre la formation de nouvelles structures. Pour que de nouvelles structures puissent se former, nous observons une densité presque critique, parce que seuls les univers presque critiques peuvent produire des observateurs. Pourtant, même ce raisonnement repose sur l'hypothèse que nous sommes seuls dans le cosmos, le seul univers s'étendant depuis son propre Big Bang. Mais que se passerait-il si l'expansion avait lieu dans d'innombrables réalités parallèles à la nôtre? En cet instant même, tandis que tu lis ces mots, des trillions d'autres univers pourraient vivre leurs propres histoires d'expansion, chacun grandissant depuis son propre Big Bang, dans des directions que tu ne peux ni percevoir, ni imaginer. Ces univers parallèles n'existeraient pas loin dans notre espace, mais dans des espaces complètement séparés qui ne partagent aucun lien avec le nôtre. Chaque univers posséderait ses propres 3 dimensions spatiales, sa propre dimension temporelle et sa propre histoire d'expansion. Le multivers pourrait croître à plusieurs niveaux simultanément. Dans les modèles d'inflation éternelle, notre univers observable ne représente qu'une petite partie d'une région inflationnaire beaucoup plus vaste, mais l'inflation ne s'arrête jamais totalement. Les fluctuations quantiques déclenchent constamment de nouveaux épisodes inflationnaires dans cet espace plus vaste, créant des univers bulles qui s'étendent et évoluent de manière indépendante. Chaque bulle développe sa propre physique, ses propres constantes fondamentales et sa propre dynamique d'expansion. Tandis que notre univers s'est étendu pendant 13,8 milliards d'années, d'autres bulles pourraient s'étendre depuis des trillions d'années, et d'autres encore pourraient être nées il y a seulement quelques millions d'années. Certains univers bulles pourraient s'étendre bien plus vite que le nôtre en raison d'une énergie sombre plus intense, tandis que d'autres le feraient plus lentement en raison d'une densité de matière plus élevée. Certaines bulles malheureuses pourraient déjà s'être effondrées sur elles-mêmes lors d'un grand effondrement, déroulant toute leur histoire en un instant cosmique. D'autres pourraient s'approcher de scénarios de grande déchirure, où l'expansion brise leur structure fondamentale. Chaque univers bulle expérimente l'expansion d'une manière différente. Mais le concept de multivers va encore plus loin. Certaines théories suggèrent que chaque mesure quantique crée des réalités parallèles
où des résultats différents se produisent. Dans cette interprétation des mondes multiples, l'univers se divise constamment en multiples versions, et chaque version continue de s'étendre selon sa propre histoire quantique. Le nombre d'univers parallèles en expansion serait littéralement infini, avec de nouvelles ramifications surgissant à chaque instant. La plupart seraient presque identiques aux nôtres, ne différant que par des détails quantiques microscopiques, tandis que d'autres divergeraient radicalement en raison de séquences différentes d'événements quantiques. Dans certains univers parallèles, l'énergie sombre pourrait être plus intense, conduisant à une accélération plus rapide. Dans d'autres, elle pourrait être plus faible, permettant à la gravité d'arrêter l'expansion tôt ou tard. Chaque histoire possible d'expansion se déroulerait quelque part dans le multivers quantique. Cela crée une possibilité troublante. Des versions parallèles de l'observateur vivent tous les destins cosmiques possibles. Certaines habitent des univers se rapprochant de la mort thermique, d'autres vivent dans des cosmos dirigés vers une grande déchirure, et d'autres encore existent dans des univers destinés finalement à s'effondrer. L'expansion de l'espace influence toutes les versions possibles de la réalité, mais les mondes parallèles soulèvent des questions profondes sur la signification de l'expansion cosmique. Si des univers infinis s'étendent de manière infinie, notre histoire particulière d'expansion a-t-elle vraiment de l'importance? Certains soutiennent que le multivers rend le destin de notre univers insignifiant. Même si notre cosmos se dirige vers la mort thermique, d'innombrables autres versions de l'observateur continueraient d'exister dans des univers aux évolutions différentes. D'autres affirment que chaque univers demeure significatif pour ses propres habitants, indépendamment du nombre de versions parallèles existantes. Peut être supposes-tu que l'expansion nécessite un espace préexistant dans lequel s'étendre, comme un ballon qui a besoin d'air ou une ville qui a besoin d'une campagne autour d'elle. Mais l'univers n'est pas comme un ballon. L'univers est l'espace lui-même. Lorsque l'espace s'étend, il ne grandit pas à l'intérieur de quelque chose d'autre. Il crée le concept même de ce quelque chose. À mesure qu'il croît, il n'existe aucune arène extérieure, parce que c'est l'univers lui-même qui définit ce que signifie extérieur. Ce n'est pas une limitation du langage humain ni un échec de l'imagination scientifique, mais une caractéristique fondamentale de la réalité. Avant l'expansion, les concepts de dedans et de dehors n'ont aucun sens. L'expansion ne crée pas seulement plus d'espace, elle crée aussi le cadre logique qui rend possible les relations spatiales. L'univers ne s'étend pas vers le néant parce que c'est lui-même qui crée la notion de quelque chose au fur et à mesure qu'il s'étend. Pense-y de cette manière. Demander vers où l'univers s'étend revient à demander ce qui a causé la première cause ou ce que contient le contenant de tout. La question présuppose des catégories qui n'ont de sens qu'après que ce dont nous parlons existe déjà. L'univers s'étend en devenant davantage d'univers, non en grandissant à l'intérieur d'un autre univers. Cette compréhension transforme notre vision de l'expansion cosmique. Ce n'est pas seulement un processus mécanique, c'est quelque chose de bien plus profond. L'expansion ne signifie pas simplement que l'univers devient plus grand, elle signifie que la réalité se crée elle-même. Chaque centimètre cube de nouvel espace qui apparaît génère de nouvelles possibilités pour la matière, l'énergie, la structure et la complexité. L'univers ne s'étend pas vers un objectif prédéterminé, il s'étend vers le potentiel infini de ce qu'il peut devenir. Nous ne sommes pas des passagers dans un véhicule cosmique se dirigeant vers une destination finale. Nous faisons partie du processus par lequel la réalité se crée elle-même. Notre conscience, nos questions et notre désir profond de comprendre vers où l'univers s'étend sont des expressions de l'univers lui-même cherchant à se connaître. L'expansion que nous observons n'est pas séparée de nous. Nous sommes l'expansion, nous sommes l'espace et le temps, la matière et l'énergie, s'organisant en formes suffisamment complexes pour poser des questions sur leur propre existence. Cette perspective résout le paradoxe apparent de l'expansion cosmique tout en révélant un mystère encore plus profond. Si l'univers crée son propre espace et son propre temps, s'il agit comme sa propre scène et son propre public, alors ce que nous appelons l'existence pourrait être bien plus étrange que n'importe quelle histoire de science-fiction jamais imaginée. Nous pourrions vivre à l'intérieur d'un processus autocréatif et autosuffisant qui n'a ni début ni fin, ni intérieur ni extérieur, ni but autre que l'immense fait de sa propre existence. L'univers s'étend sur lui-même en créant un espace infini pour des possibilités infinies,
y compris la possibilité d'être comme nous capables de s'émerveiller devant ce processus impossible et extraordinaire. La question de savoir vers où l'univers s'étend nous a conduits à travers l'inflation et l'énergie sombre, les multivers et la mousse quantique, l'origine et la fin du temps lui-même. Mais la réponse la plus profonde était toujours devant nous. L'univers s'étend vers le mystère, vers l'émerveillement, vers la capacité infinie de générer de nouvelles questions, de nouvelles découvertes et de nouveaux moments de reconnaissance du fait que nous faisons partie de quelque chose d'immensément plus grand que nous et en même temps intimement lié à nos pensées les plus petites. Nous sommes l'univers qui se demande vers où il s'étend. Nous sommes l'expansion qui se demande où elle va. Nous sommes l'espace et le temps qui s'éveillent à leur propre existence et s'émerveillent devant la créativité infinie du processus qui nous a engendrés. Et dans cette reconnaissance, la question cesse d'être une énigme à résoudre pour devenir une célébration de l'impossibilité magnifique de l'existence elle-même.